Au départ, il y a un projet initial qui est à la fois un projet théâtral et, je dirais, de territoire, c'est-à-dire l'envie de prendre le relais de Lens et de marcher à mon tour, de village en village, pour dire ce poème-là, enfin je dis poème parce que dans cette traduction c'est un vrai poème, et d'aller dans la tradition des Wanderer, du romantisme allemand, c'est-à-dire vraiment ceux qui errent au contact des éléments dans la montagne, dans le vent, dans la neige. Donc ça c'était une envie théorique. Et très vite, c'est devenu très concret, c'est-à-dire que j'ai envisagé ce projet avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et on a construit des itinéraires, la première année puis la seconde. Donc la première année, c'était en une semaine très compacte, où je jouais tous les soirs et je marchais tous les jours entre 8 à 18 km. Et je jouais le soir pendant 1 heure le Lens. Donc c'était déjà une performance assez rude, puisque je n'avais pas marché depuis l'âge de mes 20 ans, à ce point-là, je veux dire. Et l'an dernier, on a étoffé pour que ça fasse 2 semaines de marche et 1 jour sur 2 jouer et 1 jour sur 2 de récupération le soir. Mais finalement, ce qui se passe, et là, c'est l'expérience que je fais quand je le joue, parce que je le joue là sans marcher, je ne suis pas venu à pied de Bussan jusqu'à Strasbourg, hein, je suis venu en carriole, comme Lens, qui à la fin arrive dans Strasbourg dans sa voiture. Là, c'est de retrouver les sensations que j'ai emmagasinées en fait, au cours de mes marches. Donc j'essaye de me concentrer mentalement sur des paysages que j'ai traversés, puisque le principe de la marche, c'était que la journée, je dis le texte à voix haute dans la forêt ou dans la montagne, où je suis, pour le charger des paysages que je traverse, pour que le soir, au plateau, je sois en lien avec ce que j'ai vécu, et donc avec le territoire des gens. Alors ça peut paraître un peu mystique, mais en même temps, c'est réel. Donc là, comme je n'ai pas du tout le parcours, je me concentre dans ma tête, dans ma bulle, sur le parcours que j'ai pu faire depuis 2 ans. Et comme j'ai beaucoup traversé quand même de vallées, puisque j'ai fait la partie... je suis allé à Waldersbach, là où a vraiment eu lieu la nouvelle, chez Oberlin. Donc j'ai joué dans le temple où Lenz a prêché, dont il est raconté dans la nouvelle qu'il prêche en l'absence d'Oberlin. J'ai eu cette chance de pouvoir monter à la chaire pour la scène dite du prêche. Donc ça, c'était vraiment là l'expérience archi-mystique, en fin de tournée, après avoir marché. Donc la fatigue aidant, il y avait quelque chose d'assez beau. Mais là, évidemment, je suis dans le cadre théâtral et toute la difficulté, c'est de faire ressortir la beauté des images, mais sans non plus partir dans un lyrisme naïf, mais simplement de faire entendre. Le parti pris de ce spectacle, c'est de faire entendre un texte exigeant et de le rendre le plus accessible possible. Vers le soir, il arriva sur les hauteurs de la montagne, sur le champ de neige d'où on redescendait dans la plaine vers l'ouest. Il s'assit en haut. Vers le soir, c'était devenu plus calme. La masse de nuages était au même endroit, immobile dans le ciel. Aussi loin que le regard allait, rien que des sommets dont descendaient de larges surfaces. Et tout était si silencieux, gris, crépusculaire. Pour lui, tout devint solitude effroyable. Il était seul, tout seul. Il voulait se parler à lui-même, mais il ne pouvait pas. Il osait à peine respirer. Tendre son pied sonnait comme le tonnerre sous lui. Il dut s'asseoir. Une peur sans nom le prit dans ce rien. Il était dans le vide. Il s'arracha et descendit la pente comme en volant. L'obscurité était venue. Le ciel et la terre se fondaient en un seul. C'était comme si quelque chose le suivait, et comme si quelque chose d'épouvantable devait l'atteindre. Quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas supporter. Comme si la folie le pourchassait à cheval. Moi, j'avais un prof russe, qui est mort d'ailleurs maintenant, qui s'appelait Nikolai Karpov, qui était un spécialiste de ce qu'on appelait la biomécanique ou le mouvement scénique. Et je me souviens, là, j'ai pas pris grand-chose des Russes, mais ça, il m'avait dit qu'un acteur, ça devait avoir des jambes. Et ça, j'y crois beaucoup, parce que finalement, on est toujours en état de tension, il faut être là. Le plus dur, c'est d'être là, simplement. Mais il faut que les jambes soient prêtes à bouger dans la milliseconde qui suit. Et la marche a cette vertu aussi de nous ramener à soi. C'est-à-dire que c'est presque un travail de méditation. Au rythme de la marche, on redécouvre des sensations, on redécouvre aussi un espace, un temps qu'on perd dans la ville, qu'on perd en voiture. Et moi, qui m'a permis aussi de me recentrer autour justement des sensations qui peuvent être évoquées dans la nouvelle. Et le fait de marcher, évidemment, il y a la performance physique, puisque là, par exemple, cette année, il y a un jour où je crois que le plus qu'on a marché, si je ne dis pas de bêtises, c'était 30 km. Alors, c'était un jour où je ne jouais pas, sinon je n'aurais pas pu. Mais ça crée évidemment dans le corps une mémoire, un rythme, une fatigue. Et puis, du coup, le soir, quand j'ai juste ce petit tabouret à monter, je le sens, quoi. C'est-à-dire que je me souviens de notamment la première année, et un soir, j'ai cru que je ne jouerais pas. J'ai vraiment cru, j'étais dans la petite... c'était à Château... Non,
au Valtin, une toute petite église, et j'étais dans la sacristie avec les habits du curé en train de me costumer en laine, et je me goinfrais de fruits secs, et je ne me voyais pas me lever en fait, je ne me voyais pas me lever. La journée avait été épuisante, et puis voilà, le moment venu, on y va, et puis on fait avec ce qu'on a. Mais la marche est aussi une expérience des limites pour moi sur ce projet, c'est-à-dire que je libère aussi le corps d'un certain nombre de tensions au moment de la représentation. Les tensions du corps ont eu lieu la journée, donc le soir, finalement, mon corps se soustrait aux tensions de l'acteur. C'est-à-dire que les choses qu'on peut avoir, les tics, les trucs d'acteur, les tensions d'épaule, du fait de la fatigue physique, finalement, je laisse aller. Mais après, il faut arriver à retrouver le nerf, malgré tout, de la parole. C'est ça qui peut être atteint, et notamment la voix. Je me souviens, la première année, ma voix, au fur et à mesure des représentations, déclinait du fait de la marche. Alors, c'était assez bizarre, hein, mais comme il faisait froid, progressivement, les éléments, d'être toujours la journée dehors, progressivement, ma voix s'était voilée et devenait de plus en plus transparente. Donc, je devais lutter pour la faire sortir. Et sur la chaîne de montagnes qui s'étirait droite vers le sud et le nord, et dont les sommets étaient là, debout, puissants, sérieux ou silencieux, comme un rêve crépusculaire. De puissantes masses de lumière qui s'enflaient parfois, sortant des vallées comme un fleuve d'or. Et puis de nouveau la masse de nuages qui était contre le sommet le plus élevé, et puis descendait lentement le long de la forêt jusque dans la vallée. Pas de bruit, pas de mouvement, pas d'oiseaux. Rien que le souffle, tantôt proche, tantôt loin, du vent. Des points apparurent aussi, des squelettes de chaumières, des planches recouvertes de paille d'une couleur grave, noire. Les gens silencieux et graves, comme s'ils n'osaient pas troubler le calme de leur valet, mais saluaient calmement lorsqu'ils passaient à cheval. Il y avait de la vie dans les chaumières. On se pressait autour d'Oberlin. Il donnait des indications, des conseils, consolait, partout des regards pleins de confiance, des prières. Les gens racontaient rêves, intuitions, puis rapidement au sein de la vie pratique, chemins établis, canaux creusés, écoles fréquentées, Oberlin était infatigable. Lenz, continuellement son compagnon, tantôt en conversation, tantôt dans l'action, tantôt plongé dans la nature. Tout lui faisait du bien et le calmait. C'est-à-dire que je trouve que dans la nouvelle, finalement, Oberlin, on ne lui fait pas très beau portrait. C'est-à-dire que même on peut supposer qu'à cause de lui, Lenz devient encore plus malade. C'est-à-dire qu'Oberlin lui raconte toutes ces choses qui arrivent dans la nature, toutes ces voix qui sont entendues, l'eau sous la terre. Il lui raconte les expériences mystiques avec la mort de son père. C'est-à-dire qu'il nourrit en fait totalement les visions et les bouffées délirantes de Lenz. Donc il y a quelque chose, finalement, ce séjour chez le pasteur Oberlin, au lieu de lui apporter la paix et de lui apporter une sérénité mentale, moi j'ai l'impression à la lecture des textes, qu'en tout cas même quand on lit le rapport d'Oberlin, que la rigueur qu'il avait, lui, Oberlin, avec la vie quotidienne, ce côté d'occuper tout le temps les gens, on apprend les textes en faisant de la couture, toute cette manière dont il a inventé la société idéale dans laquelle on n'avait pas le droit d'être oisif, et avec Lenz qui tout d'un coup se retrouve là-dedans, et il le nourrit en permanence de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il a vécu, et forcément un esprit malade, face à ça, ne peut que prendre comme une éponge, quoi. Et je pense que le pasteur ne l'a pas aidé, ça c'est sûr. Et donc effectivement, la naissance de l'athéisme, de la sensation athée, vient aussi de ça, comme peut-être une sorte de rébellion contre un père, puisque son père était pasteur aussi, à Lenz, qui a quelque chose comme ça qui est, finalement, Oberlin va à ce moment-là symboliser la figure du père, et il y a une forme aussi je pense, de rejet de cette figure-là à travers ça, quoi. Büchner, quand il découvre les manuscrits d'Oberlin à Strasbourg, et quand il vient au col de Busson, donc il décrit la vallée qu'il voit depuis le col de Busson à ses parents, et la description de la lettre, c'est la même que celle qui fait du paysage dans Lenz. C'est-à-dire qu'il met chez Lenz sa propre sensibilité aussi à la nature, et après, sur la notion justement de ce qu'il défend dans l'art, sur la vérité, sur la vie, effectivement, il se permet de donner à Lenz sa propre parole. Donc c'est une très belle en fait, rencontre littéraire entre un tout jeune homme, puisque Büchner, quand même, c'est 23 ans le moment où il écrit ça, puisque c'est juste avant sa mort, et Lenz, qui n'était pas beaucoup plus âgé, puisqu'il va mourir aussi assez jeune, qui 100 ans plus tôt traverse ça. Et pour moi, là, il y a un vrai... presque une sorte de manifeste, en tout cas, sur l'art, dans ce texte qui est au milieu, sur toute cette partie sur l'idéalisme avec Kaufmann, qui lui permet de créer ce dialogue autour de ça, sur la question justement de la peinture. Et moi, c'est un des passages qui m'est le plus cher, puisqu'à ce moment-là aussi, il évoque la question de la part humaine de l'art, et de comment est-ce qu'on peut s'intéresser aux anti-héros, comme Büchner le fera avec Wojciech, c'est-à-dire à tous ceux finalement que l'art a parfois mis de côté,
alors que finalement c'est en eux qu'il y avait le plus de beauté. Et ça, c'est ce que Büchner fera, lui, dans son œuvre, de donner pour la première fois la parole à ce qu'on appelait des êtres moins importants de la société, ou en tout cas inférieurs, si on reprend un vocabulaire de l'époque, quoi. Le sentiment que ce qui est créé a de la vie est au-dessus des deux, et c'est le seul critère en matière d'art. D'ailleurs, on ne le rencontre que rarement. On le trouve chez Shakespeare, et dans les chants populaires, ça nous atteint complètement. Chez Goethe, parfois. Tout le reste, on peut le jeter au feu. Les gens ne savent même pas dessiner une niche de chien, et on voudrait alors des figures idéalistes. Mais tout ce que je vois, ce ne sont que des pantins de bois. Cet idéalisme, c'est le mépris le plus infâme de la nature humaine. Qu'on essaie une fois, qu'on se penche sur la vie du plus humble et qu'on la restitue dans ses tressaillements, ses indices, ses jeux de visage à peine perceptibles. Ce sont les êtres les plus prosaïques sous le soleil, mais la veine du sentiment est la même chez presque tous les êtres. Seule est plus ou moins épaisse l'enveloppe à travers laquelle elle doit faire irruption. Il suffit pour cela d'avoir des yeux et des oreilles. Hier, comme je montais de la vallée, j'ai vu 2 filles assises sur une pierre. L'une soulevait sa chevelure et la nouait, l'autre l'aidait. Son visage sombre et pâle et pourtant si jeune, et le costume noir, et l'autre qui s'occupait d'elle avec tant de soin les plus beaux tableaux, les plus intenses de la vieille école allemande, en donnent à peine une idée. On aimerait parfois être une tête de méduse pour pouvoir transformer un tel groupe en pierre et appeler les gens. Ce manifeste, c'est ce par l'art pour l'humanité, c'est-à-dire c'est aussi pour ça que j'ai pensé à ce texte pour le Théâtre du Peuple, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il faut rendre l'art accessible à tous, qu'effectivement on va aller rencontrer des gens qui parfois ne vont pas au théâtre. Effectivement, on vient avec un texte exigeant, mais on essaye de le rendre à hauteur d'homme, qui soit entendu, qui soit humain. Et donc moi, tout ce que je recherche, c'est d'arriver à raconter une histoire avec cette nouvelle quand même, et qu'elle passe par l'intensité du jeu, qu'elle passe par ce que moi je vais essayer de raconter aux spectateurs. Mais moi, ce manifeste, même si moi par ailleurs je suis pas du tout dans mon propre travail, je ne défends pas le réalisme en art, mais je trouve que tel que c'est exprimé à cette époque-là, en tout cas, c'est très fort et très beau, notamment par rapport à la peinture, ce désir de vouloir saisir des scènes pour les mettre directement sur la toile, ou juste de bloquer la nature, d'appeler les gens, qu'on regarde le tableau, et ça suffit. Voilà, ça, je trouve ça très très beau dans ce mouvement-là. Après, effectivement, moi je suis plutôt un anti-réaliste primaire, mais en même temps, moi j'ai monté Büchner, j'ai monté Wojciech, c'est le premier auteur que j'ai mis en scène. Il y a toujours eu quelque chose dans le mode fragmentaire qu'on retrouve dans Lenz, une place justement pour la rêverie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté ancré dans le réel, et en même temps, c'est des textes qui permettent de partir très loin. La mise en scène que vous avez travaillée avec une scénographie particulière, parce qu'il fallait qu'elle puisse être transportée de village en village, dans des lieux qui ne sont pas équipés pour le théâtre. Vous nous la présentez un tout petit peu, cette scénographie? Cette scénographie, alors, elle est très simple. Donc, ce sont 5 silhouettes de montagnes qui feraient penser au Matterhorn de loin, on va dire. Mais il y avait l'idée de s'inspirer comme ça de certains tableaux de Caspar David Friedrich et d'avoir cette découpe un petit peu caractéristique des hauts sommets et de la décliner en fait pour faire une sorte comme une perspective mentale au départ, quelque chose qui, alors au début c'est caché, on voit que celui-là, on finit avec cette image-là et avec un jeu de lumière qui donne à la perspective l'idée d'une grotte. On a l'impression que Lenz est dans une sorte de grotte. Et l'idée que je voulais, c'était qu'on puisse ouvrir la chaîne de montagnes à l'infini et la moduler selon les lieux. Donc il y a des lieux où on ouvre comme ça, et puis il y a des lieux où on peut ouvrir très très grand. Et l'idée, c'est d'avoir avec très peu d'éléments des possibilités scénographiques presque infinies. Donc j'ai choisi des tableaux évidemment pour m'arrêter à des images, mais on aurait pu faire beaucoup d'autres images que celles qu'on fait dans le spectacle. Et puis ça a été fait du coup à Bussan, dans une entreprise de bois, de coffrage. Donc ceux qui nous ont dessiné les silhouettes, qui nous ont assemblé les châssis. Et donc, il y avait l'idée de partir aussi sur les routes avec quelque chose qui était made in Bussan. Et c'est du bois, si je ne m'abuse, de bouleau. Voilà, je demande confirmation à la direction technique, mais c'est du bois de bouleau qui a été simplement verni. Et puis après, il y a les petits trucs derrière, parce qu'il y a des petites... Donc, pour faire de la lumière, alors comme ça, c'est très moche. Mais c'est ça qui donne ce rendu, quand on est dans le noir, de halo lumineux. Voilà, et l'espace, donc autour, on a un système de lumière très simple. Et on a la ligne bleue des Vosges qui est derrière, donc c'est cette grande bande blanche qui s'éclaire parfois, voilà. Et qui permet de faire une résonance un peu électrique qui va avec l'éclair un peu qui se passe dans la tête de Lenz et qui vient ponctuer le travail sonore.
Et le travail sonore est très important aussi dans ce spectacle, au-delà de la voix et de l'interprétation. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'espace mental de Lenz qui est matérialisé par le son. Alors il y a à la fois Schubert qui vient mettre un peu d'allant dans la nouvelle, dans les transitions, et puis il y a cette matérialisation presque douée comme des forces telluriques qui sont là, qui grondent, comme grondent dans Lenz les tourments. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a tout ce jeu sur la mort, sur la résurrection, qui est très très présent dans la nouvelle. Et je finis le visage enduit de cendres. Là, je ne l'ai pas fait pour des raisons esthétiques. Mais voilà, tel Lenz, en fait, la dernière image, c'est vraiment le Lenz fou qui arrive à Strasbourg. Et donc, je rajoute ce petit jeu de mimétisme avec le chat final, qui est un moment assez marquant dans la nouvelle, puisque sa folie se matérialise il devient les choses. Donc, il devient le chat qui est en face de lui. Il devient les objets. Et une forme, il s'absorbe dans l'autre. Donc ça, c'est... La résonance, elle est vraiment à la fin de la nouvelle. C'est-à-dire que je me suis rendu compte hier soir, effectivement, quand il rentre dans Strasbourg, ben voilà, on a la chance aussi ici de pouvoir jouer dans les lieux de la nouvelle. Enfin, c'est-à-dire que là, j'aurais été à Waldersbach, Strasbourg. Alors, on est passé à Fouday quand on a joué le spectacle aussi. Alors après, l'engagement politique, il n'est pas forcément palpable, puisque je n'ai pas pensé... Le spectacle peut être pensé comme un geste politique, effectivement, du fait du système qui a été inventé d'aller dans les villages au rythme de la marche. Ça, c'est une réponse aussi, pour moi, en tout cas, un désengagement aussi de l'État en région. C'est-à-dire que si moi, je ne décide pas de faire ça, en fait, on n'a pas de moyens alloués à ça, vraiment. Donc, par exemple, s'il faut faire un spectacle qui va en itinérance, on va avoir une petite aide, mais il faut trouver des solutions avec les acteurs du territoire. C'est des choses qu'il faut vraiment construire, co-construire avec tous les acteurs du territoire. Et c'est là où ça devient intéressant et que ça devient un acte aussi citoyen, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des théâtres, et on se met à leur expliquer pourquoi on fait cette démarche, ils nous aident à le faire. Et là, aujourd'hui, à Strasbourg, évidemment, on est dans l'université, donc là j'ai plutôt l'impression de faire un pas du côté de je ne sais pas comment dire, de la société des grands hommes, d'être ici au cœur justement du savoir, et presque comme si, justement, je me souviens de la plaque pour la maison d'Oberlin, qui est pas loin de la place Kléber, enfin la rue Oberlin, d'ailleurs je crois qu'à cet endroit-là. Je ne sais pas s'il y a des traces de Büchner à Strasbourg, je ne crois pas. En tout cas, il y a cette chose-là qui est ici, et donc c'est toujours troublant en tout cas. Après, c'est vrai que je le fais pas, j'en fais pas un manifeste particulier de jouer à Strasbourg ce soir. Lenz reprend sa route du 19 avril au 2 mai. Donc là, cette année, côté alsacien. Donc l'idée, c'est que je vais partir du côté de Wesserlin, à travers le col de Bussan, et je vais remonter vers Orbey, et ensuite revenir par la route des Crêtes. Donc ça va faire un grand, vers l'est, nord-est. Et je reprendrai également Suzy Stork, qu'on a créé cet été à Bussan, au mois d'avril, à la Comédie de Colmar, le 1er et le 2, je crois, et ensuite on va à la Comédie de Reims. On a une petite tournée Grand Est. On a en tout plus d'une vingtaine de dates sur l'année 2020 jusqu'à l'automne.